Liberté, également eurodéputé. Le sapeur-pompier Marion Maréchal, volontaire, grièvement blessé après une intervention à la fin d'un rodéo sauvage à Évian-les-Bains, est toujours dans le coma entre la vie et la mort. Le suspect qui serait revenu, je le précise, pour cracher sur le pompier. Cet individu est un jeune majeur de 19 ans avec près de 15 antécédents judiciaires et seulement 6 jours derrière les barreaux. Le ministre de l'Intérieur, qui a dénoncé une tentative d'homicide abject, a pointé une société qui a engendré une fabrique des barbares. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Oui, mais on a l'impression qu'on ne sait plus qu'en dire. C'est-à-dire que ce genre d'actualité est tellement fréquente maintenant qu'on a l'impression que les mots ne suffisent plus. Alors c'est vrai qu'on cherche les mots les plus forts, les plus justes. Oui, on peut même parler de fabrique de sauvages à certains égards, hein, parce que c'est l'archétype finalement du multirécidiviste condamné pour trafic de stupéfiants, qui aurait dû être derrière les barreaux, qui ne l'est pas, et qui n'ayant jamais rencontré sur son chemin de délinquant finalement l'autorité de l'État et la fermeté évidemment de l'État, est allé toujours plus loin jusqu'à cet acte abject. Donc c'est vrai que oui, l'effondrement de l'État régalien conduit à la fabrication massive de ce genre de profil et qui traduit aussi, au-delà de l'acte en lui-même, évidemment, d'agression et de tentative d'assassinat, même à certains égards, une détestation de l'uniforme et de ce que représente cet uniforme, puisqu'il va en effet jusqu'à cracher. Pompiers qui sauvent les vies. Exactement, mais ça n'est pas tout à fait nouveau. Vous savez que les pompiers, d'ailleurs, comme les forces de l'ordre en général, sont régulièrement attaqués, victimes de guet-apens dans un certain nombre de banlieues parce qu'ils représentent l'État. Et donc c'est vrai qu'il y a un condensé finalement d'un grand malaise français. Et donc la question maintenant étant toujours de savoir, hein, les solutions sont connues, c'est ça qui est dramatique en fait. Elles sont connues, Marion Maréchal. L'une des pistes, par exemple, évoquée, elle est presque technique, si je puis dire, serait de permettre une chasse, en tout cas une course-poursuite lors de ces rodéos. Mais au-delà des techniques, une partie des responsables politiques semble quand même tétanisée, peut-être me direz-vous à raison, par rapport aux émeutes, comme il y a eu lors de l'affaire Naël. Pour vous, jusqu'où faut-il assumer une forme de rapport de force aujourd'hui pour tenter de rétablir l'ordre et l'autorité? Oui, enfin la solution, elle est d'abord et avant tout en effet de faire appliquer la loi. Parce que la réalité, c'est que les textes, vous savez, la loi française est dure en réalité. Les peines proposées par le code pénal sont dures. Le problème, c'est qu'elles sont rarement appliquées. En tout cas jusqu'au seuil possible, et même quand de la prison ferme finit par être évidemment décidée, souvent d'ailleurs à l'issue de multiples peines avec sursis, on va rarement au bout, et le juge d'application des peines repasse bien souvent par là pour amoindrir la peine en question, et on baigne encore quand même malgré tout dans une forme de culture de l'excuse qui existe dans une partie de la magistrature et qui consiste à toujours présenter le délinquant comme victime finalement d'une société injuste, voire raciste. Donc il y a une petite révolution mentale, j'ai envie de dire, à avoir. Et puis, il y a une révolution mentale qui consiste aussi, et qui n'est pas acquise, il faut le dire, ni dans le discours, ni dans le monde politique en général, à faire en sorte que, oui, c'est vrai, le policier ne doit pas être traité à égalité avec le délinquant. Alors, il n'y a pas de révolution dans les discours, vous ne le reconnaissez pas, on y viendra sur l'aspect plus politique, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin. Et il y a quelques jours, Marion Maréchal, à Drancy, il y avait eu, et les images, fort heureusement, où on voit ces policiers pris à partie, là encore, lors d'un rodéo sauvage, et une inversion, finalement, du récit où on accuse les policiers de violence. Au-delà, oui, bien sûr, il y a quelques, je ne veux pas donner tort d'ailleurs à Bruno Retailleau, et je le remercie de poser un juste diagnostic. Maintenant, on n'est pas encore le fait d'avoir par exemple une présomption de légitime défense, sujet que je défends par ailleurs avec d'autres depuis longtemps, n'est toujours pas acquis. Voilà, aujourd'hui, le policier est dans une situation qui fait que bien souvent, il n'ose pas sortir son arme, ne serait-ce que pour se défendre, parce qu'il appréhende les suites qui pourraient être données à cela. Et l'affaire Naël, évidemment, de ce point de vue-là, a encore aggravé ce sentiment, puisqu'on a là un policier, à l'époque, souvenez-vous, avec des états de service particulièrement admirables, qui prend peur dans cela, qui sort son arme pour se protéger, et protéger d'ailleurs accessoirement la société, et qui vit après ça un enfer, parce qu'au-delà de sa personne, c'est sa famille qui doit déménager, qui est harcelée. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment que l'État n'est pas toujours derrière ces hommes en uniforme et donne toujours gage, c'est vrai, à la grande ou petite délinquance. Vous parlez d'une révolution mentale, une révolution pénale sur un tout autre plan. Il s'agit aussi d'une révolution, et le sujet est profond et abyssal. Je parle de la fin de vie. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, ce matin dans Le Parisien, se veut rassurante. Marion Maréchal, on sait qu'il y a donc cette proposition de loi aujourd'hui, qu'à la sortie de la commission, certains ont pointé du doigt un texte sans garde-fou. Est-ce que vous êtes rassuré par rapport à ce que dit la ministre? Elle dit que ce n'est pas la légalisation de l'euthanasie. Ce texte est terrifiant.
Voilà, il n'a rien de rassurant. Il va déjà excessivement loin pour un premier texte et tout démontre, parce que vous savez, sur l'euthanasie humaine, parce qu'on peut lui donner tous les jolis mots qu'on veut bien, l'appeler fin de vie, voilà, mais la réalité, c'est que c'est une euthanasie humaine. Tous les exemples étrangers qui existent, parfois de longue date, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, pour ne citer que ces exemples, démontrent qu'une fois que le verrou de l'interdiction de tuer a sauté, il n'y a plus de limite. Et qu'on commence très régulièrement à nous vendre une loi qui explique que c'est uniquement pour des cas extrêmement réduits, en fin de vie, de maladies incurables, toujours avec des définitions d'ailleurs. Ce que dit la ministre ce matin, avec des garde-fous, véritablement. Dont les médecins d'ailleurs expliquent d'ores et déjà dans le texte de loi que le périmètre en réalité est très flou, parce que dans la définition même actuelle de la loi, finalement un diabétique grave pourrait demain demander par exemple l'euthanasie, ils sont quelques centaines de milliers, si ce n'est millions. Et démontre à l'étranger qu'en fait le glissement est inéluctable. Voilà, donc on commence à nous vendre une loi qui est censée être très restrictive et qui aboutit à ce que demain on puisse demander l'euthanasie pour des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies psychiatriques ou d'autisme. Vous pensez que demain en France, si cette proposition passe, on arrivera à cela ? C'est inéluctable et je dois dire que quand on Mais c'est la volonté, vous pensez, de l'exécutif ? Je pense que c'est la volonté en tout cas des militants pro-euthanasie qui sont derrière et qui ne s'en cachent pas d'ailleurs. Ils ont fait passer l'un des grands responsables militants pro-euthanasie de l'aide à mourir, comme ils disent pudiquement, a d'ailleurs lancé un mail à ses équipes en disant ne vous inquiétez pas, pour l'instant on doit céder sur un texte qui ne nous satisfait pas, mais c'est la première étape avant de pouvoir élargir. Et c'est ainsi qu'en Belgique on se retrouve avec par exemple, je me souviens de cette affaire il y a quelques années d'une femme qui avait demandé l'euthanasie de 25 ans seulement parce qu'elle avait été traumatisée à la suite d'un attentat islamiste. Je me souviens de cette mère de famille, 45 ans de mémoire, qui avait été violée et qui, traumatisée par ce viol, là encore avait demandé l'euthanasie. Et ce n'est pas l'idée que je me fais d'une société solidaire. Que répondez-vous, Marion Maréchal, à ceux qui disent c'est un droit supplémentaire, c'est un droit qu'on donne avec ces garde-fous et que c'est une manière d'être, je cite, un progressiste aujourd'hui que de conférer ce droit ? Je ne le lis pas du tout de cette manière-là. Je vais vous dire, les pays anglo-saxons ont au moins le mérite de la transparence. Et quand on regarde les motivations qui conduisent, par exemple, au Canada, à des personnes à demander l'euthanasie, la première motivation, c'est je ne veux pas être un poids pour ma famille. Et donc on fait peser, avec l'autorisation de l'euthanasie, on fait peser sur ces personnes la culpabilité de rester en vie. Alors que c'est la société qui devrait se sentir coupable de ne pas être assez solidaire et de ne pas donner les moyens de soulager la souffrance efficacement. Vous voulez que je vous dise, cette loi, c'est une loi en fait pour l'euthanasie des pauvres. Parce qu'aujourd'hui, oui, quand vous vivez dans un désert médical, que vous n'êtes pas accompagné correctement sur le plan médical, que vous souffrez, oui, évidemment, à certains égards, l'euthanasie peut paraître plus douce. Voilà, c'est pas fait pour les gens qui, eux, auront les moyens de pouvoir être accompagnés dans des soins palliatifs, de cliniques privées. Donc je trouve cette loi indécente. Voilà, et je trouve qu'au regard des grandes difficultés que traverse aujourd'hui notre pays, se lancer dans cette grande révolution anthropologique est dramatique. Et je vous le dis, j'en conclurai par là. Dans ce cas-là, pourquoi demain, quand une personne veut se jeter d'un pont, envoyer les pompiers alors que dans le même temps, quand une personne demande la mort sur un lit d'hôpital, on lui tend la piquure. Moi, je suis désolée, je suis dans une société où je veux continuer d'envoyer les pompiers pour pouvoir empêcher cette personne de se jeter. Pour résumer, vous diriez comme Michel Houellebecq que si un jour ça devait arriver, vous préférez dire non. Retenez-moi ou que quelqu'un me tende la main. Oui, retenez-moi. Et puis surtout, pardonnez-moi de le dire, mais tous les exemples étrangers le démontrent aussi, la culture palliative ne cohabite pas avec la culture euthanasie. Je voudrais préciser qu'il y a le texte sur les soins palliatifs et qui fait consensus. Bien sûr, mais sauf que c'est un mensonge parce que la réalité, c'est que quand on a mis une culture euthanasique en place, l'État a la facilité, bien sûr, de ne pas être les moyens dans l'accompagnement d'une fin de vie digne. Et donc, finalement, c'est un mensonge, une fois de plus, qui est fait par ce gouvernement. Très difficile de passer de ce sujet à d'autres sujets, à l'actualité. Évidemment, il est tellement grave, profond. Malgré tout, sur une autre actualité, Marion Maréchal, vous organisez demain une conférence, dites-vous, sur le racisme anti-blanc dont vous affirmez qu'il est nié, qu'il s'agit aujourd'hui d'une vérité interdite dans notre société. D'abord, qui interdit de le dire ou de le dénoncer, ce racisme anti-blanc ? Déjà, il est nié par toute une partie de la classe politique, puisque je me souviens d'un débat que j'avais eu avec Mathilde Panot pendant les élections européennes, et je lui parlais juste avant ce débat, avait eu lieu un meurtre, une agression horrible d'un homme qui s'était pris plusieurs coups de couteau et qui, au cri de sale blanc et de sale gouère. Et donc je demandais à Mathilde Panot, mais est-ce qu'on est là face à du racisme anti-blanc ? Et elle niait le fait que se prendre des coups de couteau au cri de sale blanc et sale gouère était un acte raciste. Donc c'est non seulement un acte nié, mais c'est aussi bien souvent des actes qui sont dissimulés ou minimisés. Je vais vous donner 2 exemples d'actualité. Vous permettez justement pas de la part de toute la classe politique, puisque ici même le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a affirmé qu'il existait, le ministre des
des Outre-mer, la porte-parole du gouvernement Sophie Primas également. Vous avez raison, mais c'est très intéressant le témoignage de Sophie Primas, puisque finalement, à la suite de ce témoignage dans lequel elle explique que sa propre fille à l'école a été victime d'insultes anti-blanches, il y a eu une volonté de la part de certains de minimiser ou de rejeter cette hypothèse. Mais je vous donne deux affaires qui viennent de sortir, hein, c'est intéressant. Vous savez, à l'occasion des émeutes post-affaire Naël en 2023, il y a un étudiant qui a été agressé par des femmes voilées au cri de sale blanc et de sale français. Dans un deuxième temps, il y a un groupe qui s'est jeté sur lui et qui lui a mis 4 coups de couteau. Eh bien, cette affaire, qui dans un cas différent, si la victime, me semble-t-il, n'avait pas été blanche, mais avait été attaquée pour des raisons racistes alors qu'elle était d'origine immigrée, j'imagine qu'elle aurait fait un scandale national, qu'on en aurait largement parlé. Or, cette affaire fait à peine un petit entrefilet dans la presse locale. J'ai encore une autre affaire qui vient de sortir à Amiens. Un homme qui est en train d'être jugé pour une tentative de viol avec couteau dans lequel il disait « ça fait longtemps que j'ai envie de me taper une blanche ». Voilà des exemples très concrets, si vous voulez, d'un racisme anti-blanc, totalement décomplexé et en même temps invisibilisé, qui rarement fait l'objet d'une véritable Vous allez réponse. en parler. Et que répondez-vous à ceux à gauche, mais pas seulement, qui affirment que le racisme anti-musulman, je n'utilise pas le mot d'islamophobie, mais le racisme anti-musulman, que la discrimination à l'égard de la population française musulmane est sous-estimée en France? Alors j'y viens, mais permettez-moi juste de conclure sur le racisme anti-blanc pour aller au bout de mon raisonnement. Quand, par exemple, une affaire fait du bruit sur ce sujet et que pour la première fois on en parle vraiment en France, c'est-à-dire l'affaire Thomas, il se trouve 2 journalistes de gauche pour passer 2 ans à écrire un livre pour expliquer qu'en fait ça n'a strictement rien à voir. Et c'est là où en effet il y a toute une forme de perversité, c'est que pour dissimuler cette réalité que vivent de très nombreux Français dans la douleur, il y a toute une partie de la classe politique qui tente d'expliquer qu'en fait finalement le vrai sujet en France c'est qu'il y aurait soi-disant finalement des hordes de Français assoiffés de sang qui attaqueraient à l'aveugle des musulmans dans notre pays. Sauf que ça n'est pas la réalité, pardon de le dire. En 2024, les actes anti-musulmans, qui restent par ailleurs tout à fait condamnables, oui, ce n'est pas ma question. ne représentent que 7% des actes anti-religieux. Mais ce sont 7% de trop. Mais évidemment, ça n'enlève rien. Est-ce que vous le dénoncez autant, c'est la question, que les autres actes c'est exactement ce que je demande. Anti-blancs, antisémites, et rappelons aussi une réalité. Il y a aujourd'hui dans notre pays bien plus d'actes, en l'occurrence antisémites et antichrétiens, qu'il y a d'actes anti-musulmans. Et donc c'est vrai que moi je suis très mal à l'aise avec l'instrumentalisation ignoble, je trouve, qui a été faite du meurtre de ce pauvre homme Aboubacar Cissé, qui alimente un discours, je le dis franchement, de guerre civile. Et je vois dans cette manifestation une instrumentalisation politique qui consiste à mettre en accusation l'ensemble du peuple français, de mettre une cible dans le dos des journalistes du groupe Bolloré, de jeter l'opprobre sur toute une partie de la droite, en expliquant, parce que vous savez qu'à côté de cette manifestation, il y a une tribune qui a été signée et qui explique que finalement l'homme en question, le meurtrier en question, n'aurait pas agi seul, mais alimenté par un discours de ambiant, haine. effectivement. Voilà. Et je vous le dis, pour moi, cette manifestation n'est pas une manifestation contre l'islamophobie, c'est une manifestation islamiste. Et j'en veux pour preuve, pardonnez-moi, les signataires de cette tribune, parmi lesquels on retrouve les frères musulmans du CCIE, les étudiants musulmans de France qui aussi sont proches des frères musulmans. On retrouve l'ancien imam de la mosquée radicale des artistes, des écrivains, prix Nobel Annie Ernaux et d'autres. Oui, bien sûr, mais des anciens imams les assimilez radicaux aussi à cette sphère islamique. Excusez-moi, mais Abdourahman Ridouane, condamné pour apologie du terrorisme, qui d'ailleurs subit aussi un arrêté d'expulsion. Thomas Sibi, qui est salafiste fiché S, et au milieu de tout ça, d'ailleurs, accessoirement, le planning familial, qui est définitivement toujours dans les bons coups. Donc oui, c'est une manifestation. Comment on fait, Marion Maréchal, vous qui visez peut-être, me direz-vous, vous visez peut-être d'autres responsabilités et un jour la plus haute marche du pouvoir, comment on fait pour rassembler? Est-ce que c'est votre objectif? On dénonce le racisme anti-blanc, on dénonce le racisme anti-musulman, on dénonce les actes antisémites et à la fin, comment on fait pour rassembler? Le sujet, il est simple, il est finalement la réalité et la justice. Voilà. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que les LFI et leurs amis islamistes ne jettent pas de l'huile sur le feu. Ils alimentent une fois de plus un discours de guerre civile, ils entretiennent et il radicalise, si je peux dire, un électorat communautaire qui est déjà pétri de ressentiments anti-français. Et l'aboutissement de cela, c'est inexorablement, malheureusement, la violence. Voilà. Et moi, si je me bats tous les jours, c'est parce que je ne veux pas de la guerre civile. Je veux être un rempart à la guerre civile, bien au contraire. Et donc je crois qu'au vrai, les vrais vecteurs de paix aujourd'hui, ils sont au contraire à droite, bien sûr. Et les remparts, en tous les cas, contre la guerre civile, c'est la démocratie par essence. Je viens à ce qui se passe en Roumanie avec le candidat Georges Simion. Valérie Yeye, qui est présidente de Renew et secrétaire générale déléguée de Renaissance, a déclaré, Marion Maréchal, tout faire, je cite, pour s'assurer que le prochain président de Roumanie soit pro-européen.
Je vais soutenir, dit-elle, le candidat centriste en organisant des réunions pour appeler les Roumains de France à participer à cette élection. Je vois que cela vous fait sourire. Bon, a priori, on ne devrait pas trop s'inquiéter. Je pense que Georges Simeone mais au-delà de l'ironie, est-ce que c'est son rôle ou est-ce que c'est de l'ingérence ? Oui, non, mais évidemment, je pense que... Vous savez... Est-ce que vous-même, vous allez vous impliquer, vous allez peut-être aller sur place? La réalité, c'est que le bloc centriste a l'indignation à géométrie variable en matière d'ingérence. Voilà, il y a les bonnes, il y a les mauvaises ingérences, on l'aura compris. Bon, les bonnes ingérences, c'est quand elles sont de gauche, et les mauvaises ingérences, c'est quand elles viennent d'hommes de droite. Et tout dépend de ce qu'on veut évidemment dire par ingérence. Et moi, oui, j'irai soutenir en effet Georges Simeone, parce qu'il fait partie aujourd'hui du groupe politique qui est le mien, des conservateurs et réformistes européens, avec les Italiens de Fratelli, qu'il est vice-président à mes côtés d'ailleurs du parti ECR, donc parti européen, et qu'il est, je crois, une réponse, une forme de revanche d'ailleurs, du peuple roumain qui s'est fait voler la première partie de son élection avec l'annulation, vous vous en souvenez, du premier tour par leur cour constitutionnelle à travers le Georgescu. Et il est d'ailleurs, me semble-t-il, l'une des réponses aussi d'une Europe qui se veut plus respectueuse des nations et de la souveraineté. Et donc je crois que son élection serait une très bonne nouvelle aux côtés des premiers ministres qui sont d'ores et déjà des alliés et qui siègent en Belgique, en République tchèque et en Italie. Peut-être. Marion Maréchal, il nous reste quelques secondes, donc je vais poser des questions assez directes. Si vous pourriez y répondre, c'est pas facile par oui ou par non. Jordan Bardella, candidat naturel du RN? Moi, à l'heure où je vous parle, Marine Le Pen est toujours candidate. Et donc, je suis à ses côtés pour me bagarrer et me battre pour, évidemment, faire en sorte que dauphin naturel. Voilà, maintenant, évidemment, que si Marine Le Pen était empêchée, Jordan Bardella se positionnerait naturellement comme le dauphin le plus naturel. Naturellement, il l'est, c'est lui. Il n'y a pas de débat. Il est président du premier parti de France. Voilà, maintenant, je vous le dis, aujourd'hui, l'objectif, évidemment, est de faire en sorte que Marine Le Pen puisse être candidat. Le chemin est étroit, mais il existe et donc nous irons jusqu'au bout des voies de recours. Je vous pose la question parce que certains au sein du parti se méfient de vos ambitions. Vous pourriez les rassurer ce matin en affirmant que vous ne serez peut-être pas candidate pour 2027. Enfin, si c'est le cas, ou si ce n'est pas le cas, dites-le. Je dis le contraire, jamais. Moi, vous savez, je suis présidente d'un mouvement Identité-Liberté qui est un allié du Rassemblement national et de l'UDR d'Éric Ciotti. Donc je souhaite que la ligne que je représente puisse être présente dans cette coalition, structurée, agrandie, mais en aucun cas je ne suis là pour diviser, je suis là au contraire pour rassembler encore davantage. Merci Marion Maréchal, c'était votre grande interview, bonne journée à vous. À vous aussi.